Donc je vais vous parler d'une création de chaire et de l'évolution qu'elle a entraînée au XIXe siècle dans le domaine de la romantique et qui a vraiment révolutionné les choses parce que, et je vous donnerai les raisons, qui sont très simplement liées au modèle pour les études classiques qui ont été créées au début du XIXe siècle à Berlin avec la nouvelle université Humboldtienne de Berlin qui était fondée sur la recherche, où l'enseignement se faisait sur des documents réels, de façon critique, approfondie, et laissait aux étudiants le soin de travailler tous les auteurs qui existaient et toutes les sources, pas seulement une partie des sources d'une période donnée. Et c'est comme cela que ce modèle s'est répandu, enfin qui est devenu tout de suite très performant. Et ensuite, un certain nombre de pays comme l'Italie, l'Autriche, l'Angleterre l'ont adopté. Et dans les pays scandinaves, par exemple, ça fonctionne encore aujourd'hui. Quand on fait du latin ou du grec ou des classiques, disons, on vous dit, allez-y, étudiez les textes classiques. Alors on lit tout de Homère jusqu'au dernier, et de façon critique, et puis un jour, les examens vous interrogent. Et il n'y a pas de vrai enseignement, c'est la recherche. Et c'est ce modèle qui est en cause, et un certain nombre d'enseignants et chercheurs français à la Sorbonne, à l'École normale, à l'Académie, et ici, voulaient introduire aussi ce modèle en France. Et ce qui en est sorti, c'est par exemple l'École pratique des hautes études, qui devait être cette nouvelle université que les détracteurs traitaient d'université prussienne. Et évidemment, la guerre de 70 a mis un terme à tous ces efforts parce que ça frisait la haute trahison carrément à l'époque. Bien, et dans cet exposé, je vais continuer à réfléchir en fait sur un problème qui est plus large. Quand en septembre dernier, on a organisé ici même un colloque sur le collège et l'école pratique des hautes études, on m'avait dit tu traiteras les religions. Alors j'ai regardé, effectivement, ce que je dirais aujourd'hui, c'est passé d'une autre façon à deux reprises au collège et à l'école pratique. D'abord à l'école pratique et ensuite au collège. Les choses sont différentes. C'est-à-dire on a créé d'abord vers 1880, sous l'influence de l'histoire des religions telles que les pratiquaient les protestants en Hollande notamment, et puis à Berlin, on a créé des chaires d'histoire des religions, c'est quelque chose de très particulier. Aujourd'hui, on dirait science des religions. Et puis, en réaction à ce courant très clairement théologique, c'est lié à la théologie protestante, on a créé, sous l'influence de Marcel Mauss, à l'école pratique et d'autres, c'est tout un groupe qui va pour nous jusqu'à Georges Dumézil, Jean-Pierre Vernant, a créé une nouvelle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropologie religieuse. Antoine a fait allusion à Mauss, ça a été une vraie révolution dans ce domaine. Et dans les deux cas, le collège et l'école pratique étaient impliqués. Bon, aujourd'hui, j'essaierai de contextualiser les créations de chaires d'épigraphie romaine et grecque, avec un appendice philologique, vous verrez, et qui sont très, très proches dans le temps. Il s'agit de création et non pas de succession. Ensuite, ce seront des successions, et puis il y aura une nouvelle création, vous verrez. Et ça a tout renouvelé en France sur ce domaine. Quand on regarde le panorama des chaires consacrées à la romantique au collège depuis, disons, la Restauration, on voit un ennui certain. Je vous lis les successions. En 1821, il y avait une chaire de poésie latine sur laquelle était Pierre-François Tissot, qui avait été révoqué, et ensuite son successeur, Joseph Naudet, poésie latine. Naudet meurt en 30, successeur Pierre-François Tissot, poésie latine. C'est-à-dire
on étudiait, on commentait vaguement de façon qu'on appellerait aujourd'hui littéraire, c'est-à-dire sans rapport avec l'histoire, avec les manuscrits, avec l'ensemble de cette culture romaine, des textes poétiques. Et on faisait surtout des effets de poésie, de salon, à partir des textes latins, souvent mal établis. Ça continue. Il y avait une deuxième type de chaire, langue et philosophie grecque, Thureau, qui est mort en 1932, qui est remplacé par philosophie grecque et latine, Théodore Jouffroy, qui l'occupe pendant 5 ans. C'est souvent des gens connus, mais qui ne font pas la recherche comme on la ferait aujourd'hui. En 1937, philosophie grecque et latine, Jouffroy meurt, et c'est Jules Barthélemy Saint-Hilaire qui lui succède, toujours philosophie grecque et latine, et quelque chose d'assez rhétorique et de général et de superficiel. En 1944, l'éloquence latine tenue par Jean-Louis Burnouf, quelqu'un de la famille des Burnouf, meurt, et c'est éloquence latine qui est recréée pour Désiré Nisard. Et Nisard est un bel ensemble, beaucoup d'entre nous le connaissent parce qu'il a créé, c'est quand même des gens qui commençaient à voir qu'il manquait un peu de livres de meilleur niveau en France. Et il a créé ce qu'on appelle la collection Nisard, qui donnait des textes latins aux étudiants et aux professeurs, et qui malheureusement est encore utilisé par beaucoup d'entre eux aujourd'hui. Il faut bien les comprendre, ce n'est pas qu'ils étaient mauvais, mais ils ne s'intéressaient pas à l'établissement du texte. Ça, c'est une science allemande à l'époque. Mais ils ne s'intéressaient même pas à une traduction très précise comme on la demande aujourd'hui. C'était de bons latinistes, ils lisaient le latin comme cela, tous. Et ils donnaient, pour ceux qui s'initiaient, une traduction très sommaire, superficielle. Et un bon latiniste, un maître par exemple, disait déjà à l'époque à ses élèves, ne traduisez pas ça comme ça, c'est le sens général, mais la réalité c'est plutôt ceci. Et Nisard, c'est typique de cela, hein, de ce type de collection. Ensuite, en 1948, bon, je passe sur les suppressions et les rétablissements au cours de cette année. Nisard meurt en 1952, il est remplacé par Wilhelm Rijn, en éloquence latine toujours. Saint-Hilaire meurt en 1952, il est remplacé par philosophie grecque et latine, il est représenté par la même chaire par un chargé de cours, Émile Cesset. La poésie latine, Tissot, 1954, c'est Charles-Augustin de Sainte-Beuve quand même, qui prend une chaire de poésie latine. Vous connaissez Sainte-Beuve, vous voyez qu'il ne faisait pas tout à fait dans la poésie latine, hein. Rijn meurt en 1954 et Ernest Havet reprend la chaire d'éloquence latine. Ah, c'était vraiment de la rhétorique, hein. Et puis en 1957, c'est la dernière, c'est Cesset, qui était chargé de cours, meurt, et c'est Charles Lévesque qui continue une chaire de philosophie grecque et latine. Et c'est à ce point que commence mon étude. À l'époque, il y avait 3 spécialistes donc, de la romantique en chaire, Charles-Augustin de Sainte-Beuve, Ernest Havet et Charles Lévesque, qui ne devint titulaire qu'en 1961, il était d'abord chargé de cours. L'administrateur de l'époque était Édouard Laboulay. Les hasards des archives ne nous permettent pas de savoir qui a pris la décision de créer à ce moment-là une chaire d'épigraphie latine au profit de Léon Renier. J'ai des documents de types différents. Dans un cas, c'est la lettre du ministre à l'empereur. Dans un autre cas, c'est la lettre de l'administrateur au ministre. Dans un cas, c'est le compte-rendu de l'Assemblée et puis une lettre qui transmet le résultat de l'Assemblée. Et puis, c'est toujours le problème. Là, à cette époque, on n'a pas toutes les archives. C'est quelle année 66, je crois, je vais voir. 61, pardon. Et Céline avait regardé, on n'avait rien trouvé d'autre. Il y a certainement quelque part d'autres lettres, mais on peut reconstituer à peu près la configuration prosopographique qui a abouti à cela, mais nous n'avons pas le document. Mais après, on créera une chaire d'épigraphie grecque
Et là, l'argumentaire est toujours là. Hein, c'est 16 ans plus tard, l'argumentaire est celui, je crois, de l'origine de la chaire. Mais bon. Alors, nous avons pour Léon Renier l'argumentaire justement du ministre de l'Instruction publique et des cultes, Gustave Rouland, pour demander la création de cette chaire. Et cet argumentaire est très intéressant. Ce n'est certainement pas hasard que le ministre proposant cette chaire soit Gustave Rouland. C'est le ministre qui tenta de réformer l'enseignement à tous les niveaux, qui inventa les bibliothèques scolaires, augmenta le salaire des instituteurs, signa à contre-cœur toutefois le premier diplôme de baccalauréat d'une fille, était soucieux de lutter contre l'influence de l'Église d'une part, comme on le faisait à l'époque, mais fut aussi le ministre qui signa la suspension de Renan en 62, donc une année après. Complexité des situations. On peut comprendre en tout cas pourquoi Rouland a soutenu cette création de poste et qu'il la défend. Non seulement il était intéressé aux sociétés savantes et favorisait les recherches historiques, philologiques et archéologiques, mais il devait être soucieux de mettre la recherche publique en France au même niveau qu'en Allemagne. J'ai déjà fait allusion à la Humboldt, donc je ne reviens plus, c'est tout part de là. Il faut savoir aussi que depuis un certain nombre d'années, des savants et des imprimeurs avaient tenté, sous l'impulsion du ministre Abel François Villemin, de réaliser un recueil scientifique des inscriptions latines auquel le jeune Theodor Mommsen, qui est le fondateur de la nouvelle histoire allemande et de l'épigraphie en Allemagne, entendait un temps participer. Le projet s'ensabla et progressivement Mommsen, qui était tout jeune à l'époque et qui s'était querellé au début avec une sommité de Berlin, August Böck, sur la nature de ce recueil, réussit à convaincre finalement l'Académie de Berlin de réaliser ce corpus selon sa proposition. Mais à l'époque, il s'était entendu avec les Parisiens, comme il disait, et il voulait faire ce corpus comme lui il le concevait. Pour ce projet, il s'agissait, d'après l'opinion commune, et Böck, qui est un homme du début du siècle et non pas des années 30-40, avait fait un corpus déjà des inscriptions grecques où il découpait simplement les inscriptions dans toutes les publications et il les mettait côte à côte comme cela, sans s'occuper de l'origine des documents, etc. C'est une vieille façon de faire, de collection finalement, c'est du collectionnisme plus que de l'histoire de l'épigraphie et de l'épigraphie. Et Mommsen disait, il faut voir les lettres qui sont d'une violence d'un bonhomme de 25 ans qui écrit à un académicien en le traitant carrément d'imbécile. Et il est évident que au début, ça s'est mal passé, ce soit mal passé. Mommsen disait non, les inscriptions, c'est des documents historiques qui viennent d'un contexte précis. Elles doivent être publiées d'après le lieu, la cité antique où elles ont été trouvées, et dans des contextes historiques, et c'est là qu'ils prennent leur importance. Et au pire, suivant le lieu de conservation, quand elles sont conservées à Paris ou à Berlin et qu'on ne sait pas d'où elles viennent, on dira dans la cité dont on pense ou peut dire qu'elles proviennent, qu'elles sont à Berlin, etc. Vous voyez, c'est une démarche très scientifique. Et il a réussi finalement à convaincre vers 1854 l'Académie de faire ce projet qui continue jusqu'à aujourd'hui, qui est un mur de volume in folio assez majestueux. Et il bénéficia à l'époque de l'appui de beaucoup de collègues, notamment celui d'un des fondateurs de la discipline épigraphique, l'italien Bartolomeo Borghesi, et d'autres personnes comme notre Léon Renier, qui était à l'époque bibliothécaire à la Sorbonne, conservateur, administrateur. À partir de 1860, date du décès de Philippe Lebas. Et ça non plus, cette succession n'est pas un hasard, parce que tout ce qui s'est fait sur l'épigraphie dans la première moitié du XIXe siècle, l'épigraphie grecque, venait de Philippe Lebas.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres ne dut pas non plus être étrangère au projet de Mommsen et la nomination de Léon Renier ne devait que la satisfaire quand il a été nommé au collège. Donc la création de la chaire s'inscrit parfaitement dans le contexte de l'époque. Création d'une nouvelle approche de l'histoire romaine, ce corpus qui devait être aussi créé en France, et Renier devait le faire. Renier était aussi familier de tous les acteurs, il était familier de Borghese, il avait assisté à la tentative du corpus de Villemin, et depuis 1948, il était le secrétaire de Philippe Lebas, auquel remontent pratiquement tous les projets épigraphiques français de l'époque, comme je l'ai dit, et qui a dû certainement avoir sa main dans la préparation de cette chaire. Mais il faudrait regarder dans ces papiers, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas ce qu'on peut faire de ce côté. Et en réaction au projet allemand, au moment où tout le monde travaillait ensemble, l'Institut avait chargé en 50-52 Renier de recueillir les inscriptions en Algérie, d'abord, où il y avait une énormité d'inscriptions latines en vue de ce corpus, et puis le comité des travaux historiques et scientifiques le chargea d'en faire de même pour la Gaule. Et c'est ça les parties où la France participerait au nouveau corpus. Renier devait publier ses inscriptions dans le corpus de Berlin, mais la guerre de 70 mit un terme à ce projet. En outre, par le cercle de Madame Cornu, la fameuse sœur de lait de Napoléon III, il était aussi en contact avec l'empereur, ce qui a facilité la chose aussi quand on a créé la chaire, et il joua même un rôle dans la publication des œuvres complètes de Bartolomeo Borghese, que l'on consulte encore aujourd'hui, et qui ont été publiées sur l'ordre et aux frais de l'empereur. C'est publié en France. Il était évident, parce que là, derrière, il y a aussi le problème de tous ces professeurs. Bartolomeo Borghese, il était à San Marino, et puis il y a l'État pontifical à côté, qui voyait l'épigraphie pas d'un très bon œil. Enfin, il y en avait de très grands, notamment à la fin du XIXe siècle, mais le très grand Gaetano Marini est mort en 1815 à Paris, et il ne se passe rien de décisif à ce moment-là. Ils étaient investis dans d'autres recherches. Il était évident, donc, vers 1860, en tout cas, que toutes les constellations étaient favorables à la création de cette chaire d'épigraphie, c'était vraiment dans le vent, et pour Léon Renier. Et nul ne sera étonné que Renier appartiendra plus tard aussi au premier directeur des études de l'EPHE pour la même matière qu'il enseignait au collège. Vous voyez que ça va de pair. C'est un autre public, c'est plus lié à l'enseignement direct des jeunes et à cette volonté de créer en France une université selon le modèle de Berlin et de s'intéresser à une histoire fondée sur les sources et sur leur critique. Et tout cela, vous pourrez le lire sur le net dans le texte de Rouland qui se réfère clairement à ces objectifs. Renier demeura 22 ans sur la chaire et donc on enseignait une épigraphie technique et très précise dans son contexte topographique et historique. Et ça, c'était une révolution. C'était vraiment faire comme à Berlin, tout à fait. Renier demeura 22 ans sur la chaire, ce qui lui permit de bien l'asseoir. Et en 1886, quand il meurt, c'est Ernest Desjardins, qui était son élève, il était presque du même âge, c'était presque un peu plus jeune, donc, mais c'est le même groupe. Il avait été aussi un familier de Borghese, qui fut élu. L'administrateur était alors Ernest Renan. Les archives conservent l'ébauche de la lettre d'argumentation pour maintenir la chaire. Elle est, dit, je cite, dit Renan, une de celles qui, par leur caractère, conviennent le mieux à l'enseignement du collège. L'épigraphie n'est une science véritable que depuis Borghese. Elle a fait, grâce à lui et à ses disciples, de très grands projets, mais on ne peut pas dire qu'elle n'ait plus de progrès à faire. Tant que les volumes du corpus n'auront pas tous paru, il restera des points obscurs à éclairer. Et la publication achevée, il faudra faire une synthèse de cette immense quantité de matériaux accumulés et en tirer la conclusion.
La science de l'épigraphie est donc en train de se faire et il importe que la France prenne sa part du travail. Elle y est appelée non seulement parce que son sol, et surtout dans les régions du Midi, est riche en souvenirs romains, mais surtout à cause de la possession de l'Algérie et de la Tunisie, où tous les jours des inscriptions sortent de terre. Tout le monde est à l'œuvre pour les découvrir et les expliquer. Il faut qu'il y ait ici une chaire d'où parte l'impulsion et à laquelle tous ces travaux épars viennent aboutir. Donc, vous voyez que cette note exprime tous les arguments que l'on peut soupçonner aussi derrière la création de la chaire de Renier. Borghésie et la nouvelle discipline. Le corpus de Berlin, nous sommes 16 ans après 70, et Mommsen, qui avait fait une terrible lettre aux Français et aux Italiens, notamment, où il défendait la guerre, en fait, qui avait fait beaucoup de mal. Bon, tout le monde s'était plus ou moins rabiboché, et vous voyez qu'il fait allusion au corpus de Berlin, auquel les Français devaient participer, mais enfin, les rapports n'étaient pas très nets. Il y avait une sorte de rivalité en Algérie, et ce n'est qu'en France où on les laissait faire, si vous voulez. Et puis, il y a les projets même de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Mais tout est là, il dit très clairement de quoi il s'agit. Et un passage intéressant, n'est-ce pas, c'est sur cette grande, comment il dit, cette immense quantité, une synthèse de cette immense quantité de sources qui sortent de terre, qui sont des sources de première main et qui nous permettront de créer une nouvelle histoire romaine, parce que jusqu'à l'époque, l'histoire romaine était fondée sur les textes littéraires surtout, et les textes littéraires sont lacunaires ou ont disparu et sont très peu, un peu sur les monnaies, mais les monnaies, pour faire une synthèse historique avec les monnaies, c'est quand même relativement difficile. Et puis quelques documents épigraphiques qui nageaient dans le monde savant depuis le Moyen-Âge. Là, on prend tout et on va faire une nouvelle histoire, c'est ça qu'il dit. C'est ce qui se passe à Berlin. Derrière, il y a Berlin, hein, c'est très clair. Le corpus est évoqué et il y a des points obscurs, et puis il faut s'occuper des inscriptions de l'Empire français et de la Gaule. Malheureusement, Desjardins, qui était excellent, et qui avait déjà été suppléant depuis 1882, décéda l'année même de son élection. Il disait qu'il était presque du même âge que son prédécesseur, le 22 octobre 1886, et il fallut tout recommencer. Cette fois-ci, les choses avaient changé. Le choix était plus ouvert, ce qui trahit que la création de la chaire en 1860 avait été préparée depuis un certain temps et que même le choix non seulement de Renier, mais déjà de son successeur présumé, était en quelque sorte déjà décidé. Et on a pris tout de suite Desjardins comme suppléant quand Renier a commencé à être un peu débordé, je suppose. 4 candidatures furent alors reçues, celles de Gustave Bloch, de René Cagnat, de Camille Julien et de Jean-Baptiste, je crois, Mispoulet. Nous avons conservé le rapport sur la sélection des candidats en première et seconde ligne et un compte-rendu de l'Assemblée qui permet de constater que c'est à l'époque Gaston Boissier, qui était vice-président de l'Assemblée, qui présenta les 4 candidats et proposa un choix. Boissier, je ne parle pas de lui, est aussi un personnage intéressant. Tout le monde, tous les littéraires ont acheté à 3 sous Cicéron et ses amis, puisque ça traînait dans toutes les librairies d'occasion du quartier latin. Et pour moi, bon, c'est encore une dissertation savante sur Cicéron. Mais au fur et à mesure, je prends des coups sur le bec, je me rends compte que Boissier n'était pas si anodin que cela. Et il est doublement intéressant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui quand même collait aux sources, qui faisait l'histoire ou la littérature de la manière dont on la faisait à Berlin. Mais il n'était pas soumis au dictat idéologique, disons hegelien, idéaliste, l'idéalisme romantique qui dominait Berlin. Et ça se voit très bien dans l'histoire religieuse, où il n'est pas du tout soumis à ce modèle hegelien protestant. Schleiermacher est derrière, c'est la théologie protestante qui nie l'existence d'une religion romaine et grecque avant l'émergence des mystères, des religions exotiques
et qui sont une sorte d'éducation vers le monothéisme, parce qu'au fond, il ne saurait y avoir de religion, de religiosité, disait Schneidermacher, que monothéiste, une relation entre un individu et son créateur. Alors le ritualisme grec et romain, c'était vraiment pas ce qu'ils étaient. Il faut lire les pages de Mommsen sur la religion romaine. Quand je veux faire rire, je lis des passages de son histoire romaine qui sont épouvantables. Enfin, c'est un tel aveuglement devant l'histoire des religions exclurait aujourd'hui les 3/4 de l'humanité, du monde religieux. Il n'y aurait en gros qu'en Europe et quelques pays estimables où il y aurait une religion. Enfin, c'est pour vous dire ça, et Boissier, c'est pas du tout ça. Alors que quand même, il était dans ce monde largement anticlérical du milieu du XIXe siècle, mais c'était un esprit beaucoup plus original que je ne le pensais. Et une des preuves, c'est en 85, je crois, il avait été élu en poésie latine, je crois. En 85, c'est le successeur de Sainte-Beuve. En 85, il change le titre de sa chaire, ce qui se fait parfois. C'est d'ailleurs un sujet amusant de voir ça aussi. Il le fait transformer en histoire de la littérature latine. C'est clair, il met l'accent sur ce qu'il fait. Et c'est pas un moderne qui parle comme les latins. C'est un moderne qui met les latins en face et les étudie de façon scientifique. Donc là, on voit que c'est un personnage intéressant. Et c'est lui qui était vice-président à l'époque, vice-administrateur, comme on dit aujourd'hui, et il présente le choix. Donc, il faut choisir un candidat en première ligne, suivant le système assez exotique des collèges, qui a pris fin il y a quelques années, et puis un autre en seconde lignée. Il y a 2 votes. Il dit qu'il y avait un certain embarras, car cette chaire était la seule qui existait en France. Donc, c'est quelque chose de précieux. Il faut, dit-il, donc examiner la valeur des candidats par rapport à la chaire et pas par rapport à l'originalité de la pensée d'un candidat. Et cette chaire est avant tout une chaire d'épigraphie. L'étude des antiquités romaines date du XVIe siècle. Celle de l'épigraphie a été renouvelée depuis une 50aine d'années. Nous avons un peu parlé de cela, de Mommsen et tout cela, et Borghesi. Il élimine 2 candidats, puisqu'ils ne répondent pas aux attentes que le collège a du titulaire de cette chaire. Pour Gustave Bloch, c'est le père de Marc Bloch, qui était alors professeur à l'université de Lyon, il note « esprit vigoureux, travaux de premier ordre, mais pas nombreux. Avant tout, s'est servi de l'épigraphie, n'est pas épigraphiste. » C'est-à-dire, il utilise un peu les inscriptions, mais sans les travailler à fond. Et c'est ça toute la différence. L'un des grands épigraphistes actuels, Silvio Panciera, qui est mort l'an dernier, considérait l'épigraphie comme telle, comme une science historique. Il faisait de l'histoire à partir des inscriptions. Et c'est en gros ce que Boissier dit, il nous faut ça. Il avait bien compris de quoi il s'agissait. Du deuxième candidat qu'il propose d'éliminer, Jean-Baptiste Mispoulet, un juriste, qui fit carrière comme rédacteur à la Chambre des députés, dont les institutions politiques de Rome, bien que couronnées par l'Académie, dit-il, ne sont pas entièrement de première main. C'est un argument, c'est de l'homicide, mais dans une élection, surtout à ce niveau, c'est terrible. Dans le rapport sur les titres des candidats à la chaire d'épigraphie au ministère, les 2 candidats que l'Assemblée proposait de retenir étaient, pour la première ligne, le plus âgé, René Cagnat. Renan, qui était administrateur, rappelle ces thèses qui n'auraient pu être faites sans l'épigraphie, ainsi que 2 volumes proprement épigraphiques, dont le bien connu et célèbre cours d'épigraphie latine, que nous utilisions encore comme étudiants. Il rappelle aussi les rapports de René Cagnat au sujet des 5 expéditions qu'il avait faites en Afrique du Nord, d'où il a rapporté près de 1000 inscriptions nouvelles qui font connaître des villes inconnues, des gouverneurs dont on ignorait jusqu'au nom, et une foule de détails importants éclairant l'histoire de l'administration provinciale chez les Romains. Quant à Camille Julien,
alors professeur à l'université de Bordeaux depuis 1983 et plus jeune, il avait été envoyé par Fustel de Coulanges à Berlin, où il suivit à partir de 1880 les cours de Theodor Mommsen et fit régulièrement des rapports à Fustel sur le fonctionnement de cette bizarre université de Berlin. Et Fustel était de la paroisse de ceux qui voulaient créer une université de ce type. Il était directeur de l'ENS à l'époque à Paris. Et il était aussi derrière la création de l'école pratique des hautes études, comme par hasard. La ville de Bordeaux avait mis à la disposition de Julian une somme importante pour publier ses inscriptions. Et en 2 ans, il avait terminé son travail. Il venait à l'époque de l'élection de publier le premier volume qui révèle un épigraphiste exercé, un savant hardi, plein d'intelligence et de ressources, et semble promettre à M. Julian, d'après Gaston Boissier, un bel avenir scientifique. Ce sera vrai, il sera au collège plus tard, mais pas pour l'épigraphie, mais pour les antiquités nationales, pour l'histoire de la Gaule, qui devient aussi un champ propre d'études. Il y eut 2 interventions après la présentation, l'une du philologue Louis Havet en faveur de la proposition de Boissier, et vous voyez que c'est le même groupe, et l'autre de Jacques Flach, qui était juriste et compléta l'exposition des titres de Miss Poulet. Alors le vote est amusant. Pour la première place, Cagnat obtint 18 voix, Bloch 8 voix, Julian 3. Donc Bloch, quand même, n'était pas éliminé d'office et Julian était relégué à 3 voix. Mais alors pour la seconde ligne, Julian obtint 17 voix, donc c'est pratiquement tous ceux qui avaient voté pour Cagnat qui votèrent pour lui, moins 1 voix. Bloch 11, Miss Paulet 1. Ça c'est Jacques Flach. On devine que les juristes étaient solidaires. Donc voilà les événements qui ont abouti à la création et à la stabilisation de cette chaire et avec ce qui était derrière. Même si la chaire, quand Cagnat disparaît en 1930, même si la chaire s'appelait maintenant Civilisation romaine, le successeur de Cagnat en 1930, Eugène Albertini, était encore un épigraphiste qui travaillait sur des documents épigraphiques importants et notamment sur l'Afrique du Nord. Pratiquement tous ont travaillé en et sur l'Afrique du Nord, sur cette énorme masse d'inscriptions. Et vous connaissez peut-être les fameuses tablettes Albertini, qui sont des actes notariés privés de l'époque vandale, du VIe siècle, qui sont une source incroyable sur la propriété privée, etc., à l'époque. Et quand Albertini, qui est mort très, très, très rapidement, disparaît en 1941, enfin son successeur à sa chaire en 1941 était André Pigagnol, qui n'avait plus du tout la qualité épigraphique. C'était devenu d'une part une évidence, un historien désormais devait être aussi épigraphiste, et la science était créée, les corpus étaient lancés, c'était mains urgents, et Pigagnol s'intéressa plutôt à d'autres sources, à l'archéologie et à l'époque archaïque de Rome, au moment où il a été élu. Je terminerai par un mot sur 2 autres chaires créées à l'époque dont je parle, qui modernisaient à leur tour, pour ainsi dire, des traditions académiques françaises, en s'inspirant, encore une fois, de ce qui se faisait à la Humboldt-Universität à Berlin. La première chaire est attachée aux principes qui ont fondé les 3 chaires que nous venons de voir. C'est celle de Foucart, créée en 1877, s'appelait Épigraphie et Antiquité grecque. Donc on réitère le coup qu'on avait fait pour le latin, on crée une chaire nouvelle, Épigraphie et Antiquité grecque. Et le collège a conservé la lettre envoyée par Paul Foucart à l'administrateur pour se présenter. C'est encore les versions des titres et travaux, comme on dit aujourd'hui, où il envoie à l'administrateur un projet d'enseignement. Et l'administrateur, à l'époque, était Laboulet.
Cette lettre répète tous les arguments qui ont dû être avancés lors de la création de la chaire d'épigraphie et d'antiquité romaine. C'est Berlin, il faut rivaliser avec les Allemands. Les Allemands ont créé une école à Athènes où jusqu'à présent seule la France avait l'école d'Athènes où on travaillait sur les ruines. C'est donc un rival sérieux et on est 7 ans après Sedan. Et donc il faut vraiment relever le défi. Il faut maintenant que les jeunes qui partent à Athènes soient formés très bien sur le plan épigraphique. Donc il faut cette chaire, etc., tout ce qui permet aussi de nouvelles synthèses. Foucart eut comme successeur Maurice Holleau en 26, donc c'était toujours l'épigraphie, mais quand ce dernier décéda en 1932, bon, la chaire avait fait son effet, on faisait désormais de l'épigraphie aussi à haute dose à l'école pratique, comme pour Rome, mais il eut comme successeur un historien des religions, c'est l'autre aspect des nouvelles chaires de l'époque. Et il faudra attendre 1938, pas très longtemps, donc on a dû parler, pour que la chaire d'épigraphie fût créée à la mort d'Émile Bourguet, dont la chaire portait sur langue et littérature grecque, encore un héritage du passé, et c'est alors Louis Robert qui fut élu sur une chaire d'épigraphie et antiquité grecque. Donc on refait exactement la même chose, et Louis Robert, comme vous le savez, a illustré cette chaire jusque dans les années 70. Un deuxième prolongement aussi de ce domaine se trouve dans celui de la philologie classique, dans lesquels les Allemands avaient également pris une certaine avance. On avait depuis 1821, je crois, l'école des Chartes à Paris qui publiait et conservait les documents manuscrits sur l'histoire de France surtout, et qui formait chaque année des spécialistes de ces documents, mais ça n'allait pas jusqu'à des producteurs d'éditions scientifiques, d'auteurs classiques. Et quand Bourguet est mort, on en profite pour transformer cette chaire, et c'est Louis Havet, le grand philologue classique, qui fut élu alors, en 85, à une chaire intitulée Philologie latine, le terme est clair, qui succédait d'ailleurs à la chaire de son père intitulée Éloquence latine. Donc vous voyez, là aussi, on balaye vraiment l'héritage du passé. Bon, il y a un peu d'inceste dans l'affaire, mais à l'époque, ça se faisait comme ça. Le rapport sur son élection ne contient pas d'éloge de la nouvelle philologie, mais une fois de plus, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Et puis l'époque était différente déjà. Donc voilà, telle fut l'histoire de la création entre 1860 et 77 des chaires qui apportaient un renouvellement de l'histoire romaine et grecque et des classiques, si vous voulez, comme on les pratiquait au collège. Ces chaires, proches de la recherche sur les sources premières, devaient effectuer un travail fondamental, une recherche fondamentale, comme on dirait aujourd'hui, et par ce biais empirique, contribuer au renouvellement des matières étudiées et enseigné en France au collège et parallèlement à l'école pratique ou à l'institut aussi. De ce point de vue, ces créations de chaires s'inscrivaient parfaitement dans l'histoire et la tradition du collège. On reprend en 1517, si vous voulez, la création du collège en 1932, devant l'arrière-plan constitué par, non pas la rivalité inverse avec la Sorbonne qu'on avait à l'époque de la création du collège, mais plutôt la rivalité avec l'Allemagne moderne qui se constituait et qui firent ainsi rapidement évoluer ce qu'on entendait par antiquité romaine et histoire romaine au collège. Voilà, je vous remercie. Bien, merci. D'abord, j'étais frappé en t'écoutant, puis on va écouter Pierre Corvol, en me disant que nous avions fait tous les trois, il y a quelques années, cet ouvrage sur l'histoire du collège. Je n'y avais pas du tout pensé. On se retrouve ici tous les trois, ce qui prouve que... il y a des obsédés. Oui, on s'intéresse tout de même à cette affaire.
Moi, j'ai quelques remarques à faire. La première, bon, c'est dommage qu'on n'ait pas plus sur la création de la chaire d'épigraphie latine en 1861, parce que c'est encore un cas où il se peut que le ministère ait été plus perspicace que les professeurs du collège eux-mêmes. C'est possible. Parce que c'est toujours cette situation paradoxale du Second Empire, hein, ce Second Empire qui a fait les statuts du collège datés de 1852, on était encore sous la présidence dictatoriale. Hein, c'était entre le coup d'État de 1851 et l'Empire de décembre 1852. Les statuts du collège de 1852 sont ceux de la présidence dictatoriale. Hein, et c'est de ce moment-là que date donc l'exigence de seconde ligne, qui est une réalité à l'époque, puisque le président peut nommer... N'oublions pas que ces statuts disent que le collège doit donner 2 noms, que l'académie... la section de l'institut correspondant peut donner 2 autres noms et que le président de la République peut nommer un 5e nom. Donc il peut y avoir 5 noms. Hein. Donc la seconde ligne n'est pas une fiction dans toute cette période, ne l'oublions pas. Et la seconde ligne, il est arrivé que le candidat de seconde ligne soit nommé par les autorités. Et nous avons eu des cas que nous avions analysés précisément au moment de la séparation de l'Église et de l'État, ce qui est le moment le plus dur dans l'histoire du collège, où le gouvernement nomme, par exemple en histoire des sciences ou en archéologie, me semble-t-il, le candidat de seconde ligne et non pas le candidat qui a obtenu le plus de voix de l'Assemblée des professeurs. Mais le paradoxe, c'est que ce statut arrêté par la présidence dictatoriale a procédé à un certain nombre de créations qui étaient des créations d'avenir, hein, et donc à nommer, au fond, d'autorité des professeurs au Collège de France. Bon, il y a le cas de Paulin Paris, qui est donc la création d'une chaire d'études médiévales au Collège de France. C'est un acte d'autorité sur proposition du ministre et décidé par l'empereur. Et dans ce cas-là, la création d'une chaire d'épigraphie, c'est une décision de l'empereur. C'est pas une initiative qui vient des professeurs du collège. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on en sache un peu plus. Et le rapport à l'empereur... est signé par qui ? C'est le ministre. Le ministre, mais qui l'a fait pour lui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça, là, il faut encore des recherches. C'est ce groupe Philippe Lebas, je pense, le groupe des Borghésiens et de ceux qui voulaient renouveler tout cela. Mais ça nous échappe complètement parce que ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait ailleurs, et c'est peut-être pour cela qu'on n'est pas informé. Et lui, il fait uniquement l'éloge de l'épigraphie, de la nouvelle science, etc., et de tout ce que j'ai dit. Mais c'est clairement, D'où vient l'initiative, En fait, ce n'est pas le collège qui décide, lors d'un départ à la retraite, de consacrer une chaire qui était une chaire de n'importe quoi à l'épigraphie. Oui, et on voit que le collège continue de distribuer des chaires de poésie latine et éloquence latine, philosophie grecque et romaine. Alors ensuite, ma seconde observation porte sur ce libellé-là. Le libellé poésie latine et éloquence latine, c'est le libellé traditionnel, pratiquement depuis les origines du collège. Et n'oublions pas qu'à la Sorbonne, c'est la même chose. Il y a une chaire d'éloquence latine et une chaire de poésie latine jusqu'au XXe siècle. C'est les titres des 2 chaires traditionnelles de la Sorbonne. Et ici, comme tu le remarquais, eh bien, la voie de la tradition académique se perpétue à travers ces chaires d'éloquence et de poésie latine qui sont transformées seulement très tardivement. Et alors, tu parlais de Gaston Boissier, donc c'est intéressant, personnage intéressant, parce que d'un côté, il est très académique,
Il est le secrétaire perpétuel de l'Académie française, par ailleurs. Et à la fin de sa vie, c'est un académicien tout à fait notable et actif. Et alors, tu parlais de Sainte-Beuve. N'oublions pas que Sainte-Beuve, il est élu professeur au Collège de France en 1800... Quelle est l'année? Je crois que c'est 57, quelque chose comme ça. Je dirais que c'est 57. Et il ne donne qu'un cours parce qu'il est chahuté. Donc, je crois qu'il n'est pas... 54. 54. Alors, Sainte-Beuve avait publié, je crois, en 52, un article célèbre qui s'appelle « Les regrets », dans lequel il adhère à l'Empire. C'est son adhésion au nouveau régime. Il provoque la chaîne. Et à la suite de quoi, lorsqu'il est élu au Collège de France et qu'il fait sa leçon inaugurale, il y a un chahut de tous les étudiants du quartier, comme cela arrivait assez fréquemment à l'époque, et donc il ne donnera jamais de seconde leçon. Donc il occupe cette chaire pendant, je crois que jusqu'à l'élection de Boissier, c'est-à-dire assez longtemps, 50, tu as dit 54 à je ne sais plus quand, mais en vérité, il assure ses cours rue d'Ulm, à l'école normale. Il fait cours, il fait son enseignement. Alors je ne sais pas s'il est payé par le collège ou je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, il est maître de conférence à l'école normale supérieure pendant quelque temps, pas pendant très longtemps, et c'est là qu'il publie il avait déjà écrit son cours qu'il n'a pas pu faire ici, qui est publié sous le titre « Études sur Virgile ». Études sur Virgile, et le cours que Sainte-Beuve n'a pas pu faire au collège, mais qu'il avait tout de même rédigé. Et à l'époque, les professeurs rédigeaient leurs cours avant de les faire. Et il y en a d'autres. Et alors, les rapports avec Boissier sont intéressants, justement, parce que Boissier lui succédera, mais... 69. Oui, 69, donc c'est ça, il n'y a pas d'autre... Ah ben oui, Sainte-Beuve meurt en 69. Sainte-Beuve meurt en 69, donc il a été titulaire de cette chaire, il n'a pas eu de successeur, mais il ne l'a jamais occupé. Et Boissier est élu dans le même poésie latine. Et il est élu en poésie latine. Et alors, il y a un texte très intéressant de Boissier, qui est son texte sur Sainte-Beuve, parce qu'il fait l'éloge de Sainte-Beuve, bien entendu, mais il y a toute la réflexion sur la science allemande, sur l'édition. C'est dans le livre du centenaire de Sainte-Beuve, qui est le premier article. Ça s'appelle le livre d'or, je crois que ça s'appelle le livre d'or. Donc c'est publié pour le centenaire de la naissance de Sainte-Beuve, ça doit être en 1904, je crois que c'est en 1804 que Sainte-Beuve était née, donc c'est le livre d'or. Et le premier article, il y a une introduction de Brunetière, et puis le premier article, c'est l'article de Boissier, et il est sur ce sujet. Il défend Sainte-Beuve et il montre que Sainte-Beuve était déjà soucieux de de disposer des meilleurs textes et n'était pas complètement dans la tradition. Celui qui est la caricature de la tradition, c'est Lemaire, qui est toujours présenté sous le Premier Empire, je crois, qui n'est pas professeur au collège, je pense, Lemaire, je ne me souviens plus. C'est lui qui est toujours présenté au XIXe siècle, au moment du passage à la philologie, comme le prototype du professeur qui commente les textes de la poésie latine en disant « Ah, comme c'est beau », lisant les textes et en faisant l'éloge. Et il est ridiculisé, mais bien à... Comment ? Ah, il a été professeur ici ? Oui, ça va.
Quelle année? 1767-1832. 17... Attendez, non. Le maire. Ah, il était professeur ici. C'est lui qui est chargé, à travers toute cette période, comme le modèle Quelles sont les années de Le Maire? En fait, il n'y a pas l'année de la date de chair dans Salomon, donc je vois que c'est... Ah, Le Maire. Il n'y a pas de date. Le Maire. Attendez, je regarde. Parce que n'oublions pas que tous les professeurs dont tu parles, ils ont enseigné pendant près de 50 ans chacun au collège. Hein. Cagna a enseigné au collège de 1887 à 1930. Ouais. Ça fait 43 ans. Et Foucard, dont tu parlais en grec, 1867-1926. 49 ans de professeur au collège. Et c'était pas mal. Ça leur permet de marquer le maire. Non, je pense pas qu'il... Non, il n'a pas été professeur ici. Il est dans Salamand, mais je crois que c'était le professeur à la Sorbonne. Mais pour dire que les critiques commencent quand même très tôt, le maire, il est donc professeur sous l'Empire, il est déjà attaqué sous l'Empire, par Fontane, par ceux qui commencent tout de même à faire de la philologie. Ils appartenaient à ce mouvement qui a participé, qui a eu comme effet la création de l'université de Berlin. Oui, c'est ça. C'est ce milieu-là. Donc ils étaient déjà critiques de cette tradition d'éloquence et de poésie latine dans l'université française sous le Premier Empire. Il est remplaçant. Ah, il est remplaçant. Remplaçant. Mais si mes souvenirs sont bons, il en est même question chez Chateaubriand, et déjà de manière critique. Pour cette, mais ce qui fait la différence, c'est qu'au moment, au milieu du siècle, quand on décide de la création de cette chaire, en Allemagne, il y avait des collections déjà qui avaient publié des dizaines de tomes, et en France, il se passait toujours, il y avait quelques bonnes éditions, mais il se passait toujours rien. Il y avait des rapports, enfin, il fallait trouver des rapports sur les inscriptions, ou avoir la chance d'avoir un bon philologue qui publie une édition, mais il ne se passait pas grand-chose. Et c'est plutôt une réaction, une surréaction après ce premier intérêt, si tu veux. Oui. Puis alors aussi, on pourrait évoquer le fait que le retard de ce passage à la philologie et à l'épigraphie est lié au fait qu'un certain nombre de ces éminents latinistes que tu as évoqués sont aussi des hommes politiques, et avant tout des hommes politiques. Nisard a dû passer très brièvement ici, je pense. Rin, je crois qu'il a passé 1 an. C'était le professeur de latin de Baudelaire au lycée Louis-le-Grand. Et il est passé du Louis-le-Grand au Collège de France. Il est parti, je crois qu'il n'y a passé qu'1 an. Et il a été aussitôt nommé administrateur c'était une nomination politique. Et puis il est aussitôt parti comme recteur enfin, c'était vraiment Rin, c'est donc sous la monarchie de Juillet qu'il a dû passer très vite, ou sous le début du Second Empire. Et 53-4. 53-54. Il a passé 1 an entre Louis le Grand et une nomination politique, et il est mort tout de suite après. 54, et c'est Ernest Havet qui lui succède. Oui. Et Barthélemy Saint-Hilaire, qui était, lui, député, et un membre important de... Donc, ce sont des professeurs qui sont passés très vite et qui ne pouvaient pas marquer au moment où il se passait beaucoup de choses. Au moment où il se passait beaucoup de choses. Et je pense que c'est ce qui explique un certain retard. Que la chose se soit faite à l'extérieur. Oui. Et pour la philologie latine, c'est le dernier de la série. Il y a eu l'épigraphie grecque, ce qui est étrange, qu'on ait traîné autant. Mais ensuite, Havet, c'est finalement le dernier de la série.
1885. 85. Oui, qui succède à son père et dans une chaire désormais intitulée Philologie latine. Il est clair que le père devait avoir préparé les choses. Oui. Et c'est à peu près le même moment où Boissier change l'intitulé de sa chaire. Hein, il change l'intitulé, tu as dit 87, je 85. crois. 85, donc c'est le même moment où la chaire de philologie latine. Donc on renonce à ces intitulés. C'est grand, machin. Oui. Oui. Qui veut? Oui. Éric. Donc, merci beaucoup pour ce tableau des ruptures, des reniements et des retours, parce que sur une perspective longue, c'est très, très probant, je trouve. J'ai 2 remarques brèves et une question de fond. La remarque brève, elle touche la discussion marginale que vous avez eue sur la question de la proposition des noms au prince. En fait, c'est un vestige d'Ancien Régime. Les sociétés savantes, comme l'Académie des sciences, devaient présenter 3 noms au monarque par l'intermédiaire du ministre de la Maison du Roi. Donc il est normal, dans l'esprit d'un juriste du milieu du XIXe siècle attaché à restaurer des règles de l'Ancien Régime, il va penser que le ministre de l'Intérieur, qui est en charge des Beaux-Arts, va devoir transmettre les noms au prince-président ou au président de la République. Donc voilà, il y a donc une histoire de cette règle. Et son analyse est très pertinente pour comprendre justement la variation des rapports entre l'autorité du prince et l'autorité savante constituée dans les sociétés dont nous parlons. La seconde remarque, mon transport me l'a fait perdre de mémoire, mais la question touche l'Académie des inscriptions et belles-lettres dont vous avez parlé. Alors là, je fais un voyage temporel en utilisant ma familiarité avec le XVIIIe siècle. Il se tenait entre les 2 académies, Académie des sciences et Académie des inscriptions et des belles-lettres, des réunions régulières tous les 6 mois, parce que au XVIIIe siècle, ces 2 académies étaient considérées comme les 2 académies scientifiques. Alors, en fouillant dans les mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, on y découvre des discussions de méthode, notamment à la fin du XVIIIe siècle. Il y a une HDR en cours dont je vous parlerai un jour quand elle arrivera à soutenance, mais ce que je veux dire, c'est que la rupture que vous indiquez dans la manière de lire les textes et de les contextualiser, je vous suis parfaitement, mais je ne voudrais pas qu'elle occulte le type de travail véritablement méthodologique, qui certes ne s'appuyait pas sur les règles du travail épigraphique à la manière allemande, mais qui existait tout de même. C'est-à-dire, du point de vue de l'historien des sciences, il y avait bien une science des textes antiques au XVIIIe siècle, mais elle prenait de toute autre forme. Et ce sont d'autres spécialistes de ces textes qui cultivaient ce rapport esthétique au texte. Est-ce que l'élément que j'apporte vous paraît mériter attention? Oui, d'abord pour la première remarque que vous faites, cette tradition de créer plusieurs candidats, plus ceux de l'Institut, plus ceux que le ministre lui-même peut présenter, rend encore plus clair le fait que tout ça a été présenté à l'extérieur, puisque, en gros, la création de la chaire d'épigraphie latine donne non seulement un éloge de cette nouvelle discipline, avec tout cet arrière-plan, et donne déjà le nom du successeur, et vraisemblablement déjà le futur. Et donc là, ça me semble tout à fait juste. C'est assez amusant que quand on a refait les statuts en 16, je crois, enfin ça a commencé
En 14, oui, Pierre avait commencé. Et en 14, quand, parce qu'on était toujours sous la houlette d'un conseiller de la Cour, comment ça s'appelle Le Conseil d'État, peut-être. le Conseil d'État. Il regardait avec nous les différentes versions. Alors il a trouvé ces élections de deuxième ligne. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bouffonnerie? Et on lui a expliqué, on a tenté d'expliquer. Il dit, mais c'est devenu en fait le président, on ne peut pas lui coller un nom et comme on dit, voilà, vous nommez ça. Il dit, il y a toujours le choix. Il le nomme ou il ne le nomme pas. C'est ça. Et ça recommence. Et donc, supprimer ça, c'est la mort du deuxième ligne. Ça c'est un vestige d'Ancien Régime qui consiste à dire que le président, le monarque, le président, et le décideur pour en les dernier. académies, Oui. parce que l'académie est à tutelle, parce qu'il faut une deuxième autorité qui regarde, mais que je sache, ils n'ont jamais, ils ont grogné peut-être dans certains cas, mais ils n'ont jamais fait d'opposition. Et la deuxième idée, c'est tout à fait juste, je crois que les scientifiques étaient intéressés par de tout autre texte latin que les gens dont nous parlons, les vrais philologues. Et ils s'intéressaient à la médecine, à l'astronomie, aux sciences, à la géométrie, etc. Et ce qu'on appelle la littérature technique, qui a aujourd'hui un vrai printemps, parce que les latinistes, ou les hellénistes surtout, ne font pratiquement plus que des éditions scientifiques de ce genre de texte. Et c'est pour ça que les scientifiques avaient une toute autre façon de réagir à cela. Ils n'avaient aucune approche devant des textes horribles, très, très, très condensés, et qui sont terribles à comprendre. Il faut déjà être un très bon technicien de la matière pour comprendre de quoi il parle. Alors, l'esthétique joue peu de rôle là-dedans. Et je crois que là, ils étaient plus ouverts à cela. Je pense aussi. C'est ça. Entre-temps, ma seconde brève remarque m'est revenue à l'esprit. C'est une chose que je répète souvent, parce que nous pensons tous à Paris, nous avons tous à l'esprit cette réalité, disons, du modèle de l'académie, de l'université de Berlin. Mais les frères Humboldt, quand ils ont créé l'université, C'était à Paris. Ben oui, ils étaient à Paris et ils avaient le modèle des écoles normales, écoles polytechniques, surtout de l'école polytechnique, parce qu'il y avait autour des mathématiciens et des physiciens qui l'ont créé, ce système de séminaire, où on procédait exactement comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on balançait les textes qu'il était bon de connaître, et alors, qu'est-ce que tu en retires? Et on va voir si tu es malin. Donc, c'est un jeu... disons, en gros, les Français ont appris à se sentir plus mauvais que les Allemands. Après avoir été copiés. Oui. Alors que c'est un jeu beaucoup plus compliqué. D'où aussi ce côté deuxième bureau que Fustel avait mangé, où il envoyait systématiquement les normaliens intéressés au domaine à Berlin pour lui faire des rapports. Ils font comme ci, ils font comme cela. Et ici, on essaye de créer 60 ans plus tard, enfin, on veut finalement transformer, on pourrait dire aussi, la Sorbonne en école normale, où on apprend quelque chose, parce que la Sorbonne n'était pas un lieu d'enseignement, c'était un lieu de conférence à l'époque, et il y avait cette rivalité. Donc, il crée finalement l'école pratique. Et ça nous conduit au prochain colloque, puisque les débuts de Durkheim sont là. Durkheim fut l'un de ses envoyés, enfin de ses espions, si j'ose dire, normaliens, Maurice Olvax aussi. Et donc on est dans une continuité institutionnelle qui a sa logique aujourd'hui ça s'appellerait d'espace scientifique connecté. Mais ce qui s'opposait, c'est que l'école normale et la Polytechnique n'avaient pas ce côté mondain, enfin public et de masse très relative, d'enseignement qu'avait la Humboldt. Et c'est le saut de l'école normale à une grande université littéraire qui est en cause. Mais c'est tout à fait juste, et ça montre que ce que tu disais sur le milieu qui avait déjà réfléchi à ces questions, c'est le même milieu. C'était sous l'Empire. C'était sous l'Empire, avec les Humboldt.
Et tout ce monde se fréquentait. Et derrière, il y a quelqu'un comme le sage de la montagne, Bartolomeo Borghese, qui était lié à ce même cercle. Merci beaucoup, John. Il y a une autre lignée disciplinaire qui a été introduite au collège par émulation de l'Allemagne et qui précède l'épigraphie. Et c'est l'histoire de la législation comparée qui a été introduite en 1830-31 par l'Herminier. Et c'était encore une fois un choix, on a les documents, un choix ministériel. Donc ce n'était pas une initiative du collège. Et c'est justement l'école de Savigny dont l'Herminier était un disciple français. Et le successeur de l'Herminier était justement Laboulaye. Et Laboulaye, je crois en 1857, a eu une polémique épouvantable avec Mommsen sur une inscription, une loi, une tablette de bronze retrouvée à Malaga, la loi malacitaine, qu'il croyait était un faux. Et donc, je me demande si la création, 4 ans plus tard, d'une chaire d'épigraphie latine n'a quelque chose à voir avec cette polémique entre Laboulaye et Mommsen. Et dernière remarque, c'est une question plutôt, il y a une différence fondamentale entre l'enseignement de l'épigraphie latine, grecque, et l'enseignement de poésie latine, d'éloquence latine. C'est-à-dire que la façon de présenter les résultats de la recherche est complètement différente. La fonction, je pense, de l'enseignement est différente. Et donc, je me demande, est-ce qu'il y a aussi une transformation à prendre en considération de la mission du Collège de France par rapport au public? C'est-à-dire comment peut-on enseigner l'épigraphie latine à ce niveau aussi spécifique par rapport à l'enseignement de la poésie. Dans ce cadre, je pense qu'à une certaine importance, l'introduction du séminaire. Donc, le séminaire au Collège de France, maintenant, c'est une institution, mais je crois qu'il a été introduit justement dans les années, je crois, 70 par Laboulaye, si je ne me trompe pas, lorsqu'il était administrateur. Et donc, aussi, le séminaire est un moment presque contemporain de transformation peut-être du sens et de la fonction publique du Collège de France. Oui, je te remercie pour ces remarques. Alors, la chaire de l'Herminier, ça ajoute encore on en trouvera certainement d'autres, à ce qu'on a vu. Et alors, la question, Mommsen, c'est notre père à tous, mais c'était un père assez tyrannique. Il était assez coléreux et caractériel sur certains aspects. Et beaucoup de gens se sont fâchés avec lui. Il s'est fâché avec beaucoup de gens. Et il avait réussi à se fâcher avec tous les Français après 70. Et peu à peu, ça s'est... Mais il était comme ça. Il était très violent et très immédiat. Et ça ne m'étonne pas qu'il se soit attrapé avec Laboulaye, parce que Mommsen il avait cet aspect juriste aussi. C'était pas seulement un historien, un épigraphiste, c'était aussi un juriste. Donc il est tout à fait probable que Laboulaye se soit piqué. Il dit, si c'est comme ça, on va passer aux actes, on va créer une vraie chaire. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas.
Il faudrait voir si on a des traces de cela dans des correspondances. En revanche, l'introduction du séminaire, ça peut rentrer dans cette même filière. Parce qu'il est très clair dans les rapports qu'ils font, encore pour Foucard, là on est en 77, ils disent qu'il faut vraiment que les jeunes gens qui vont partir à Athènes soient entraînés dans ces disciplines et qu'ils soient au même niveau technique que les Allemands. Parce qu'ils vont les fréquenter à Athènes, ils vont avoir l'air ridicule s'ils ont une impression très esthétique ou superficielle des inscriptions grecques. Et il est possible qu'à ce moment-là, le collège se soit demandé, avec l'école pratique, il y avait toujours ce jeu à deux. Longtemps, le séminaire se faisait de l'autre côté et l'enseignement ex cathedra ici. Mais à ce moment-là, manifestement, ils ont peut-être jugé ça nécessaire de reprendre l'enseignement en séminaire ici également. Parce qu'évidemment, l'épigraphie s'enseigne mieux en séminaire qu'en cours. En cours, on peut faire la grande synthèse dont parlent les rapports, mais le séminaire est pratiquement lié à la matière. Oui, c'est une question très intéressante. Je crois qu'on n'a pas vraiment regardé cette question. Le moment de l'introduction du séminaire. Mais enfin, ça correspond à la date au lendemain de 1870 et le développement de l'école. Parce que l'école pratique est créée juste avant 70, mais elle prend son essor vraiment dans la décennie 70. Et c'est le moment où Lavis, puisque c'est Lavis qui est le grand ponte de la transformation de l'université. Aussi de la bande des Prussiens. Oui, c'est le moment où Lavis introduit les maîtres de conférences à la Sorbonne. À la Sorbonne, on introduit les travaux dirigés. Et le seul examen allemand de l'université allemande de la maîtrise, magister, qui était un dialogue entre profs et étudiants à l'allemande. Et c'est donc Lavis qui, dans la même décennie, introduit les travaux dirigés, les maîtres de conférences à la Sorbonne. Qui est un aspect du même type. Qui est un aspect du même type. Le cours magistral ne suffit plus, il faut le séminaire. Mais on n'a pas regardé au collège les deux. En 1911, c'est là où la définition des enseignements au collège change. En 1911 ? Oui, Il mais en fait, y a les nouveaux statuts. Les nouveaux statuts. Et ils ramassent tout, oui. c'est le résultat de ces discussions dans les années 80. Oui, c'est ça. Dans les statuts. Oui, parce que la grosse querelle, c'est les années 80 et début 90. Hein. Il y avait quand même la petite et la grande leçon. Petite et grande leçon. Petite et grande leçon. Il y avait quand même la petite leçon, je crois que c'était plutôt au séminaire de langue dans la salle 4 avec Renan à l'origine. Encore une question. Petite, hein. Oui, une question. Moi, c'est juste pour revenir sur la rivalité franco-allemande ou germano-française. Déjà, avec Antoine Sylvestre de Sacy, il était donc en communication avec le célèbre grammairien allemand dont le nom m'échappe. Apparemment, il n'avait pas voulu le faire traduire en français. Et ce qui fait que de Sacy a dû refaire à lui seul toute la grammaire donc des langues arabes, persanes et turques, puisque je crois qu'il a enseigné ces trois langues. En ce qui concerne les langues indo-européennes, alors tout le monde connaît le tableau comparatif de Franz Bopp, mais il y a des sanskritistes de l'EPHE qui affirment que Franz Bopp a été l'élève de Antoine de Chézy, qui malheureusement a disparu avec l'épidémie de choléra dans les années 1830 et quelques, et ce qui fait que Franz Bopp a transféré donc toutes les connaissances de Chézy, et c'est lui qui a donné naissance à la recherche comparative des sciences, des langues indo-européennes. Voilà. Oui, donc ça montre l'interpénétration des milieux. Oui. Et de Sacy, oui, c'est... Oui, c'est des remarques très intéressantes parce que ça nous renvoie tout de même à pas mal de décennies avant... 1830. Oui. Tout à fait. Bah oui.
Il faudrait étudier ce milieu une fois. Je ne sais pas s'il y a un travail de ce milieu dont vous avez parlé, dont Antoine a parlé, dont vous venez encore d'évoquer, en dehors de notre contexte. Oui. On risque de faire une prosopographie avec les mêmes noms. Ils vont tous réapparaître.